Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien où que vous soyez. Bienvenue dans le coaching de Billo. Vous savez, je vous avais annoncé ici à l'entame de mes premières vidéos que j'allais inviter des personnalités, en particulier des écrivains qui vont nous partager leur expérience et expertise dans leurs différents domaines d'action. Et donc, mesdames et messieurs, ensemble, souhaitons à notre invité d'honneur, Ahla wa sahla, marhaba bik, monsieur Moha Harmel. Bonjour, j'espère que vous allez très bien aussi. Très bien, merci Aïch. Alors, si je peux me permettre de vous présenter tout de suite à ceux-là qui vont nous suivre dans sur cette page coaching de Billo. Donc, je vais dire que vous êtes Moha Harmel, vous êtes de nationalité et d'origine tunisienne. Après des études d'architecture, vous vous lancez, vous vous intégrez au fait un master en philosophie. Et vous décidez de vous consacrer à l'écriture, entre autres à l'enseignement aussi, à la recherche dans plusieurs domaines, la philosophie, l'architecture et, disons, la littérature. Vous êtes titulaire de plusieurs ouvrages, entre autres, nous allons citer Sculpteur des masques, édition 2013, Arabesque 2019, prix Comar Découvert. Et Les rêves de Leila aussi, en 2016. Et là aussi, nous avons Murakami et La logique du rêve. Et enfin, nous avons Sikal, L'antre, l'ogresse, un roman sur lequel nous allons faire un débat tout à l'heure, dans un instant. Et donc, je parlais aussi du respect de la tradition, si je ne puisse abuser du moins. Vous êtes un véritable traditionnaliste. Et un jour, vous déclarez que vos contes traditionnels tunisiens sont une source intarissable. Mais aujourd'hui, le modernisme est en train de prendre de la proportion. À votre avis, quel est vraiment l'avenir de cette école d'hier? En réalité, il n'y a pas de contradiction. Je dis, je ne suis pas... merci d'abord de m'avoir invité et de m'avoir accueilli chez vous. Merci pour cette hospitalité. Merci, c'est tout un honneur pour nous aussi. En fait, non, je ne pense pas être traditionnaliste, je ne l'ai jamais vraiment été. Mais par contre, d'ailleurs, moi, je pense que mon approche dans Siqal, c'est-à-dire le fait de me réapproprier ce patrimoine folklorique fait de contes populaires, c'est me réapproprier la tradition pour la réécrire d'une manière moderne, pour y intégrer des composantes contemporaines. D'accord. Alors là, vous comprenez. Et si tout de suite, on va parler de Sikal, si vous le voyez ici, Sikal, l'antre, l'ogresse est le dernier ouvrage que vous avez sorti. Et donc, nous allons tout de suite vous poser d'abord la question, quel est votre sentiment par rapport au prix littéraire du Comar d'Or 2023? Une grande joie, une grande émotion. C'est une consécration assez particulière. Ce n'est pas du tout le même prix que les autres romans. Donc c'est vraiment un sentiment très particulier. Et donc, oui, c'est un roman sur lequel il y a eu beaucoup de travail. Donc comment dire, c'est une grande joie, mais en même temps aussi, je suis content, que tout ce travail soit, qu'il y ait cette reconnaissance. Et aussi je suis aussi content pour la maison d'édition Déméter aussi, qui fait un travail éditorial, un excellent travail éditorial. Oui, donc que c'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup de joie. Si nous continuons tout de suite autour de votre livre, Sikal, l'antre, l'ogresse, il existe quelque chose au fait de surprenant, qu'on puisse dire au fait le fait que le roman a un côté purement, je vais dire, occulte et mystérieux. Et donc, franchement, je me suis familiarisé aussi avec ce roman. Je ne le lis que la nuit, à minuit, si je puisse le dire. Est-ce que, parce que votre grand-mère bien-aimée, comme vous le dites, vous raconte les contes à partir tard la nuit aussi, et
qui est rempli d'horreur et quelque part de tendresse, vous le dites. Oui. Donc oui, je crois que tu as choisi le bon timing pour lire ce roman, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'éprouve pas les mêmes sensations de lecture lors de créneaux différents. Pendant la journée, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes sensations que pendant la nuit. Ouais. Et donc, tu as tout à fait raison de dire que... Alors moi, c'est comme ça que je me souviens. Après, maintenant, je me dis, est-ce qu'on déforme un peu les souvenirs? Mais c'est certain, je me souviens parfaitement d'un des contes effrayants sur les ogres. Ça devait être Sabasbe, Figasbe, et que ma grand-mère pas me lisait, mais me racontait, parce qu'elle était analphabète, donc en fait, elle les connaissait de mémoire. Et donc, je me souviens, je crois que j'étais aussi peut-être avec ma sœur, on était un peu en famille. Elle s'est mise à nous raconter ce conte, et j'ai trouvé, et la nuit était tombée. Je crois que c'était en hiver, donc la nuit tombait vers 5h30, 17h30, 18h. Et donc, je crois que j'étais rentré de l'école, et que ma mère nous raccompagnait à chaque fois chez ma grand-mère. Et donc, après un goûter, elle nous a raconté ce conte, et ça m'a complètement effrayé. J'étais fasciné, je me rappelle, j'étais fasciné. Tout à fait. Hein, comme ça, j'étais moi comme ça, tout petit, fasciné, et complètement en immersion totale, quoi. Ça m'a plongé dans cet univers. Hein. J'ai imaginé comme ça les personnages, j'ai imaginé l'ogre, l'ogresse. Et je me souviens aussi, après, de la peur que j'ai ressentie quand je suis sorti dans le jardin, parce que elle habitait dans une maison assez spéciale, une ancienne maison italienne, avec un jardin immense, et il n'y avait pas de lumière la nuit. Et donc, j'ai continué à rêver ça m'a fait rêver. Et donc ça, oui, ça m'a complètement... ce moment-là m'a complètement marqué. Et bien sûr, évidemment, c'est ça qui est aussi intéressant, il y a un mélange de terreur, mais aussi de tendresse, parce que ma grand-mère aussi, ce que je retiens de ma grand-mère, c'est que c'était une personne vraiment affectueuse, qui avait beaucoup d'amour à donner à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est ce qu'elle savait le plus faire, quoi, c'est donner de l'affection. Et donc, elle transmettait l'affection aussi à travers ses contes. En tous les cas, elle les racontait très bien. Et donc, moi, ça m'a fait rêver. Ces contes-là, ça m'a fait rêver. Mais jusqu'à maintenant. Et maintenant, voilà, je me suis retrouvé à en faire un roman. Parce que vous dites bien qu'elle est une source d'inspiration, votre grand-mère, au fait. Oui, tout à fait. Parce que c'est de là qu'est venue l'écriture, votre inspiration à écrire. Oui, voilà, finalement, il y a une démarche, je sais pas, une quête spirituelle comme ça, de recherche d'une source authentique ou de recherche des origines. Et donc, parce qu'en fait, après les contes, comme m'a raconté ma grand-mère, il y a eu plein d'autres découvertes, c'est-à-dire la littérature fantastique française avec Maupassant et Théophile Gautier, et américaine avec Stephen King. Mais après, quand on essaie de se sonder soi-même, d'aller dans les profondeurs de notre mémoire, de se dire finalement d'où ça vient, cette fascination pour ces choses-là terrifiantes qui nous font peur, qui en même temps sont pleines aussi d'affection. Et parce que je voudrais aussi rajouter autre chose, parce que d'un côté, ma grand-mère me racontait les contes, ces contes d'ogresse, et qui sont en fait finalement des contes tunisiens, voire aussi, on peut retrouver plein de résonances avec des contes maghrébins, voire aussi avec des contes africains. Donc on a cette tradition, je pense, de conteurs et de conteuses. On la partage ensemble, Et de l'autre côté, il y a mon grand-père qui était le secrétaire général du Parti communiste tunisien, qui me racontait aussi, par contre, il me lisait les contes des Mille et Nuits. Et c'était toujours les mêmes contes, c'était Aladdin et Sinbad le marin. Chaque fois que j'allais chez lui, c'était une tradition.
Donc 2 conteurs, un grand-père paternel et une grand-mère maternelle. Tout à fait. Et quelque part aussi, vous parlez de Jawiya, vous parlez de Grèce, vous parlez de djinn même et de sorcellerie. À votre avis, ce roman parle de contes tunisiens. À votre avis, est-ce qu'il est primordial d'être initié avant pour pouvoir comprendre le contenu de ce roman? Non, parce qu'il y a un côté mystérieux au fait. Oui, je pense que l'initiation peut se faire à travers la lecture. Oui. En fait, on peut les prendre des personnages, on peut prendre le récit tel qu'il est. Oui. On n'est pas obligé d'être dans l'érudition pour lire ce roman. Je pense que, en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de récupérer tous ces personnages fascinants, de récupérer toutes ces figures fascinantes, oui, et d'en faire des personnages. D'accord. Mais voilà, donc c'est vrai que alors le folklore tunisien n'est pas l'unique source d'inspiration. Ouais. Toutes les légendes sur les djinns, la filiation entre les djinns et les ogres aussi, parce que dans notre on va dire quoi, dans notre tradition arabe, mais je ne sais pas, mais quand on tradition arabe, il y a et même aussi voire islamique, il y a toute une filiation, un rapport de filiation entre les djinns, les démons, ouais, les ifrit, les merd et les ogres. Donc on dit que les ogres ce sont des djinns mais avec un corps et qui mangent la chair humaine. ouais. Et puis voilà, il y a un travail aussi sur la sorcellerie. Donc j'ai fait un travail de recherche sur le livre de sorcellerie. Ouais. Et je me suis rendu compte, voilà, c'est aussi en tous les cas, la recherche en soi c'est aussi une entreprise très très riche. Ouais. Après, nous on laisse que les choses il y a des choses qu'on ne voit pas dans cette démarche. Et donc moi ça m'a aussi fasciné. Donc il y a de très beaux ouvrages de sorcellerie, ouais, mythiques écrits, je pense perse. Il y a avec des planches où figurent des djinns, des démons avec des pouvoirs différents ou qui causent des malheurs différents aux êtres humains. Ouais. Il y a aussi des incantations. Ouais. J'ai même trouvé aussi un ouvrage finalement au début il m'avait intéressé. Mais apparemment après maintes recherches sorcellerie, ouais, mais on avait à tort on l'avait considéré à tort comme un ouvrage de sorcellerie. Ouais. C'était un ouvrage plutôt soufi, spirituel, ouais, mais petit à petit on a rajouté plein de couches et en fin de compte c'est devenu dans la légende, ouais, dans l'imaginaire collectif un ouvrage. Donc voilà. Bon. Ah ouais. Ça c'est excellent. Au fait parce que quelque part quand on parle de sikal, au fait, à l'inverse du mot sikal, vous retrouvez, si je pense bien, l'équisse, ou bien c'est pas comme ça. Ah. Et à travers, comment même, la fille, lorsqu'elle s'est perdue, comment même, lorsque l'ogresse l'a envoyée, celle qu'on appelle la plus petite dans le roman, comment, Leila, si je pense bien, oui, la plus petite, à travers sa gourmandise, a été comme même directement amené par l'ogresse, qui a été transformée. C'est tout à fait ça. L'ogresse, et quelque part vous dites qu'il fallait qu'il Emna par c'est le derviche, si je pense bien, oui, c'est le derviche pour pouvoir réellement comme même voir le message qu'il avait vu dans ses rêves. Il fallait justement aller voir ce derviche pour pouvoir déchiffrer. Voilà. Comme le message qui a été transmis. Exactement. D'accord. Et là aussi, il paraît que le Coran intervient directement parce qu'il y a une phrase qui est tout le temps répétée, dont je ne me souviens plus des paroles, mais si vous tentez de nous expliquer cela aussi. Oui, en fait, il y a un mystère dans le roman. Oui. Il y a un mystère, il y a de l'ésotérisme. Donc c'est l'ésotérisme. Donc il y a des signes à déchiffrer, oui, des mystères à déchiffrer, pour trouver la trace de Leila qui a été kidnappée par l'ogresse. Oui. Et donc, moi, je me suis dit aussi que, bon, c'est vrai on peut trouver plein de sources dans lesquelles puiser, mais je me suis dit, ce serait intéressant de puiser dans le Coran. Oui. C'est parce que, par exemple, dans les films fantastiques occidentaux, en général, on se sert de la Bible aussi comme ouvrage ésotérique. Oui.
Et donc, peut-être, je ne sais pas, nous, si on devrait oser, quoi, nous réapproprier le texte coranique pour en faire aussi un ouvrage ésotérique. Oui. Et donc, il y a plein. Enfin, voilà, donc il y a un verset qui porte sur. Bon, moi, ça fait un bout de temps, mais qui porte sur une source boueuse, voilà, une source d'eau boueuse. Oui. Et donc, il y a un mystère à trouver derrière cette source d'eau boueuse. C'est une sourate très célèbre. Oui. Et donc, qui devient un verset ésotérique. Donc, les personnages doivent déchiffrer le mystère pour résoudre le mystère, voilà, le problème, oui. Évidemment. Tout à fait. Alors, juste pour avoir une dernière question. Derrière chaque œuvre qui a réussi, au fait, parce que cette œuvre est le Comar d'or, pré-littéraire Comar d'or 2023. Derrière chaque œuvre réussie, il faudrait s'interroger quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés et quels ont été les défis réels exacts. Alors, derrière chaque œuvre, d'abord, bon, première œuvre, par exemple, Sculpteur de masques, le défi, c'est de passer d'un texte, c'est ça en fait, le premier défi, c'est de passer de textes courts vers des textes beaucoup plus longs et beaucoup plus aboutis. Donc, beaucoup plus détaillés. Voilà, avec une architecture. Donc de véritables projets. C'était ça le défi. Et donc moi, ce que je répète à chaque fois, c'est que ce qui m'a donné la possibilité de construire des ouvrages plus aboutis, c'est mes études d'architecture qui m'ont beaucoup inspiré à travers la méthode qui m'a été enseignée, qui m'a été transmise. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à faire des recherches, à me documenter pour construire un univers. Et c'est là aussi où j'ai pensé à structurer le roman, c'est-à-dire à le construire en plusieurs parties. Donc c'était ça en fait le défi à relever pour le premier roman, essentiellement. De faire un peu comme si je faisais de faire comme si j'allais construire un projet architectural, mais à la place d'un projet architectural, écrire un roman. C'était ça, le premier défi. Je me suis dit, bon, comme moi, je préfère écrire des romans, donc en fait, au lieu de m'investir dans un projet d'architecture, je vais m'investir dans l'écriture d'un roman. C'était ça, le premier défi. Après, bon, je vais aller directement au dernier roman. Dans ce dernier roman, il y a beaucoup d'autres défis, je pense. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup plus d'exigences en tous les cas au niveau de l'écriture. Donc, oui, alors parce travail. Que là, vous n'êtes plus un débutant, si je pense bien. Là, vous avez atteint au fait un niveau plus haut. Donc, il fallait beaucoup plus d'exigences sur l'écriture, qui soit beaucoup plus convaincant aussi pour avoir le prix littéraire Comar d'or 2023. Et donc, juste pour une dernière question, vous allez me permettre de m'égarer un peu du contexte de ce roman. C'était lors de la semaine de la francophonie à Djerba. Le président Emmanuel Macron avait déclaré que le Maghreb, au fait, recule dans le parler de la langue française. Et donc, pour vous, à votre avis, vous qui êtes écrivain et enseignant dans cette langue, à votre avis, quelle est votre observation d'abord? Et quel défi pour la francophonie? C'est assez délicat. Bon, après, moi, je pense c'est possible que la francophonie ait reculé en termes de statistiques. Qu'il y a, dans tous les cas en Tunisie, il y a d'abord, et c'est aussi quelque chose de positif, il y a une littérature arabophone qui apparaît et qui se développe, et de grands écrivains en langue arabe, de grands écrivains tunisiens arabophones qui percent. Il y a aussi la langue anglaise qui est en train de se développer. Donc pour moi, on peut faire le constat qu'il y a un recul de la francophonie, mais
pour moi, ce n'est pas comme ça que je vois la question. Pour moi, ce n'est pas tellement mon problème, finalement. Moi, j'ai cessé de penser à cela. Parce que toi, tu t'imagines. Si moi, je me dis, j'essaie de m'aligner justement sur les statistiques, qu'est-ce qu'on va se dire? Ah, bon, donc il faut arrêter d'écrire en français. Donc ça n'a pas de sens. Enfin, c'est vrai que bon, il y a aussi, je vois aussi qu'il y a une démarche stratégique au niveau de la traduction, qu'il y a tout un travail qui se fait sur la traduction, qui permet de faire passer des récits en langue arabe vers le français et de faire aussi l'inverse. Il y a de belles choses qui sont en train de se faire. Mais moi, je pense maintenant, je suis convaincu, moi, c'est vraiment, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis au plus profond de moi, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que j'écris, je suis un écrivain, enfin, oui, j'aimerais bien dire, je suis un auteur d'expression française, voire francophone, et je revendique cela. Et sur ce point-là, voilà ce que je souhaite dire. Même si on a beau dire il n'y a plus de français ou le français est en recul, il y a d'abord toujours des lecteurs francophones et il y a aussi des écrivains, il y a et aussi plusieurs générations aussi hein, d'écrivains francophones tunisiens. C'est-à-dire qu'il y a un français tunisien. Et donc c'est un français avec une coloration tunisienne, avec une marque tunisienne. Et donc ce français-là, qui est adapté à la... C'est notre français. Et donc ce français-là ne va pas disparaître. Et donc nous continuerons, moi je continuerai à écrire. Et l'écriture en langue française continuera à être. Elle aura encore un rôle important à jouer. Tout à fait. Vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça a été plus qu'un honneur pour moi de vous recevoir ici. Et mesdames et messieurs, nous allons finir ce podcast avec Monsieur Moha Harmel. Je vous en prie, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Si vous avez un dernier message peut-être à transmettre ou quelque chose. J'étais ravi d'avoir été accueilli ici. Merci. Et ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci à vous.